Chers amis téléspectateurs, bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Magellan est le plus connu des navigateurs, son voyage la plus extraordinaire des aventures. Mais des dizaines d'erreurs et d'approximations, invariablement reprises de livre en livre, circulaient malheureusement dans tous les ouvrages, même réputés sérieux, notamment la biographie de Zweig. Les sources directes sont pourtant relativement nombreuses, mais elles sont éparses dans une bibliographie complexe et n'avaient jamais été rassemblées dans leur ensemble. C'est le travail qu'a effectué notre invité et qui a donné en 2007 un ouvrage intitulé « Le voyage de Magellan 1519-1522, la relation d'Antonio Pigafetta et autres témoignages » paru aux éditions Chandaigne. J'ai donc le plaisir de recevoir Michel Chandaigne, qui est l'éditeur en question, mais aussi l'un des auteurs sous le pseudonyme de Xavier de Castro. Michel Chandaigne, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai reçu il y a quelques semaines pour évoquer avec vous certaines idées reçues sur les grandes découvertes, ceci sur la base du livre que vous avez publié dans votre propre maison d'édition. Donc je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un spécialiste de l'histoire des pays lusophones, les pays de langue portugaise, et des grandes expéditions, mais vous êtes également libraire, la librairie portugaise à Paris dans le 5e arrondissement, et éditeur, je viens de l'indiquer, maison d'édition, donc édition Chandaigne, qui a reçu cette année le prix Roger Caillois. Je vous reçois aujourd'hui pour raconter un voyage certainement l'un des plus connus, celui de Magellan. Sur ce sujet, vous avez publié, donc je le disais, en 2007, un ouvrage qui fait référence et réédité en 2022 pour une 3e édition révisée. Donc révisée, c'est-à-dire qu'il y a encore eu des nouveautés depuis 2007. Dans notre maison d'édition, à chaque fois que l'on réédite, bien on supprime, il y a parfois quelques erreurs ou voire coquilles. Puis de temps en temps, on a des informations pas nouvelles, mais à reformuler différemment. Donc, à chaque édition, on essaye de relire et de raffiner encore plus l'ouvrage. Alors, on a coutume de dire que le tour du monde de Magellan. Et nous allons le voir, finalement, ce dernier ne l'a jamais bouclé. Oui, il ne l'a jamais bouclé, ça encore les gens le savent à peu près, mais ce qui est un peu troublé, c'est qu'il ne l'a jamais envisagé. Et même, il avait l'ordre de ne pas le faire d'une certaine manière. Alors, effectivement, nous allons y venir. Alors, tout d'abord, un petit rappel, alors, qui est Magellan ? Magellan est portugais, de la petite noblesse. On sait, c'est assez récent, qu'il est né à Porto, du Nord. On ne sait quasiment rien de sa jeunesse, sauf qu'il part à l'âge de 25 ans, en gros, on ne sait pas la date de sa naissance, aux Indes, en 1505, et qu'il va y rester 8 ans, avec un compagnon de voyage qui va être très important, qui s'appelle Francisco Serran. Il va passer 8 ans dans une relation tout à fait amicale avec Serran, qui va jouer un rôle vraiment déterminant dans sa vocation. Il va se battre aux Indes, il va faire du commerce. Il est quoi? Il est navigateur? Non, il est disons, officier, ouais. Il est officier, sous-officier, il n'a pas un poste très important, mais il commande des hommes, et il navigue sur des navires. Il a une expérience de la navigation, ce qui fait qu'il apprend beaucoup de choses en voyageant, puisqu'on va le retrouver à Sofala, actuel Mozambique, à Goa, à Diu, en Inde, et qu'il va faire partie d'expéditions qui va conquérir Malacca en 1511. Malacca qui se trouve... Alors c'est le détroit de Malacca, c'est le détroit de la Sonde, c'est la plaque tournante du commerce entre la Chine et l'Inde. Malacca, donc c'est la Malaisie, aujourd'hui, au-dessus de l'île de Sumatra. Okay. Et c'est là où les Portugais envoient une flotte aux îles aux épices, très très à l'est, les îles de Banda, où pousse la muscade, et le girofle, où pousse les îles Moluques, où pousse le girofle. Et là, il va rester à Malacca, on ne sait pas s'il fait partie de ce voyage, mais son ami Francisco Serran, lui, va à Banda, fait naufrage au retour, et Serran prend un navire, va se retrouver sur l'île de Seram, un peu plus au nord, enfin qu'importe, et là il va prendre un bateau qui va l'amener aux îles Moluques, celles où poussent les épices, les Moluques, pardon, et nulle part ailleurs au monde. Et Serran, des Moluques, va écrire des lettres à Magellan, dont on a des échos chez certains chroniqueurs, et ce sont les lettres de Serran qui vont donner envie à Magellan de rejoindre son ami, mais pas par l'Est, parce qu'il estime les Moluques beaucoup trop à l'Est, donc
ne sont pas dans le domaine portugais, il faudra en dire un mot. Oui, donc, voilà. C'était d'ailleurs ma question suivante. Et que le voyage de Magellan, c'est une chose que personne n'a vraiment développée, c'est que c'est avant tout une histoire d'amitié. Il s'agissait pour lui de retrouver son ami d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'était ça sa principale motivation au départ. Il combat aussi, un combattant, il participe donc à la conquête des côtes africaines par les Portugais. Il revient au Portugal en 1513 et il se bat au Maroc, à Azemmour, dont Manuel est engagé dans une guerre quasiment sainte contre l'islam marocain. Le roi du Portugal. Oui, donc le roi du Portugal, en effet. Et à Azemmour, disons, il perd son cheval, il demande réparation, il ne l'obtient pas. Et puis il est mêlé à un trafic de bétail, quelque chose d'un peu obscur, qui fait que Magellan va avoir sa carrière militaire, disons, un peu bloquée, un peu bridée au Portugal. Qu'il était compromis ou non, il a mauvaise réputation et le roi va refuser d'augmenter sa solde. Ce qui va faire que Magellan changera de patrie, ira chercher en Espagne de quoi poursuivre sa carrière avec un projet grandiose, voyant qu'au Portugal, sa carrière est bloquée. Voilà. D'ailleurs, avant de parler de l'Espagne, donc un petit mot justement sur le traité de Tordesillas, qui partage le monde en deux. En deux, et avec des conséquences encore aujourd'hui. Mais donc 1488, le Portugal double le cap de Bonne-Espérance avec Bartholoméo Dias. 1492, le colon arrive dans les Caraïbes et du côté portugais comme du côté espagnol, on pense être arrivé en Asie. Du côté portugais, l'Inde est à portée de main. Donc le pape leur demande aux Espagnols et aux Portugais de ne pas se faire la guerre en Asie et donc de se partager le monde en deux. Chacun sa sphère d'influence. Donc il y a un méridien. Donc le pape propose un méridien. Les Portugais écartent la médiation du pape, ça on l'oublie. Négocient directement avec les Espagnols. En 1494, il y a un méridien qui passe au milieu de l'Atlantique. Sur 180 degrés à l'est, on est dans le domaine portugais exclusif, dans 180 degrés à l'ouest, dans le domaine exclusif espagnol. Ce faisant, en 1494, il ne se partageait pas l'Amérique, qui n'était pas connue. On venait juste de l'atteindre. On mettra 15 ans à reconnaître que c'est un nouveau continent. Non, ce qui se partage, c'est l'Asie. Les Espagnols sont sûrs d'avoir, avec ce traité, le Japon et la Chine, en gros, arriver jusqu'en Inde. Les Portugais pensent avoir l'Afrique et arriver au moins sur la côte occidentale indienne. Donc, en 1494, le partage du monde, c'est le partage de l'Asie. 1507, l'Amérique. 1513, on découvre la mer du Sud, le Pacifique. Donc tout est malo, si je puis dire. Et en 1512, les Portugais vont jusqu'aux Moluques et s'aperçoivent que la Chine n'est pas du tout aussi étendue vers l'Est. Et donc, dans la cartographie portugaise de l'époque, on voit le Pacifique apparaître dans ses véritables dimensions, avant même le voyage de Vasco de Gama. Alors, voilà les données. Magellan pense que les Moluques, sur la foi des lettres de Serran, sont très très à l'aise, donc dans la partie du monde espagnol. Donc, s'il veut rejoindre son ami, il ne peut proposer qu'au roi d'Espagne. Et là, une des erreurs, une des idées reçues, c'est qu'il va proposer le voyage vers l'ouest pour découvrir un passage au sud au roi du Portugal qui refuse. Ça, c'est une idée complètement fausse. Les gens confondent avec Colomb, qui a fait en effet cette proposition au roi du Portugal. Et donc, pour lui, le seul moyen de rejoindre les Moluques, c'est de proposer à la firme concurrente, au roi d'Espagne, ce voyage. Et il est bien reçu en Espagne, parce que c'est le premier projet qui semble pouvoir apporter quelque chose à la couronne. Donc, ils vont chercher des girofles, dites aux Moluques. Pour moi, le clou de girofle, je m'en sers pour piquer un oignon quand je fais cuire des lentilles. Mais ça, et autrefois, on s'en servait comme anesthésique. Pour les, donc, quelle est l'importance un petit mot sur l'importance des épices dans l'ordre. On a le poivre, on a la girofle. Oui, alors, les épices... Autre idée reçue, ne valaient pas leur pesant d'or. On a calculé un peu les valeurs des épices à l'époque. Ça valait peut-être 10 fois le prix actuel, mais au détail. Mais pas plus, c'est pas du tout le poids d'or. Mais c'était des produits très recherchés, qui en volume ne prenaient pas beaucoup de place, très transportables, et donc sur lesquels on pouvait faire des plus-values colossales, surtout qu'on les obtenait souvent par troc. Donc, les épices, c'était un domaine où le lucre pouvait être considérable.
Et en effet, un bateau qui revenait chargé de poivre des Indes à partir de 1498, eh bien le poivre, qui était le trésor royal, on remportait quelques tonnes, et ça correspondait à un quart ou un cinquième du budget royal. Ah oui. Donc, et puis, ça ne se dégradait pas. Vous emmenez des toiles, des tissus, des porcelaines se cassent, les toiles se dégradent avec l'humidité, etc. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait bien protéger et qui se gardait longtemps si c'était bien conditionné. Donc, il y avait un véritable enjeu financier, en effet, sur le commerce des épices. Pas beaucoup de volume, beaucoup de lucre. Ah, donc, comme il se met au service du roi d'Espagne, il décide donc d'aller aux Moluques en passant par l'ouest. Oui, donc de découvrir un détroit que l'on supposait. Oui, alors justement, quelles sont les informations? Parce qu'on sait plus ou moins qu'il y a le Pacifique derrière. Oui, on connaît l'existence d'une mer de l'autre côté du continent. Donc Magellan, mais comme d'autres, comme certains cartographes, imaginent qu'il y a un passage au sud de l'Amérique comme il y a un passage au sud de l'Afrique. Voilà, c'est une hypothèse. D'autant plus que la côte brésilienne s'incurve vers le le sud-ouest. Donc, logiquement, on imagine qu'il y a un passage. Voilà. Magellan fait ce pari, sans le savoir, mais il fait le pari, propose au roi d'Espagne, donc, avec une carte qui établit très très bien les dimensions du monde et du Pacifique, de trouver ce passage, de foncer sur les Moluques, d'en prendre possession au nom du roi d'Espagne, étant considéré que les Moluques sont dans le domaine espagnol, et de revenir par la même voie. Il a l'interdiction de passer dans la partie portugaise du monde. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le projet, qui est très simple, qu'il a réussi en partie, puisqu'il a trouvé ce passage, qu'il est allé... il n'est pas allé aux Moluques, mais enfin, il a traversé le Pacifique, et les bateaux, les survivants, vont arriver aux Moluques, vont charger les bateaux de Moluques, et un seul reviendra. Alors justement, les bateaux, ils partent en septembre 1519, ils sont à combien de navires? Il y a 5 navires, avec des petits tonnages. Le plus gros fait 120 tonneaux, mais pour avoir des tonneaux modernes, il faut diviser par 2, donc c'est 60 tonneaux, le plus gros bateau. C'est quel type de navire? On les appelle comment? Ce sont des nefs en portugais, c'est ce qu'on va appeler les caracs. Ce ne sont pas des caravelles, donc on parle des caravelles de Vasco de Gama, de Magellan, les gens se trompent. La caravelle, c'est un petit bateau qui a beaucoup servi en Afrique, jusqu'au voyage de Bartholoméo Dias, mais qui ne va plus être employé, ou très très peu, ou comme navire d'accompagnement sur la route des Indes. Donc c'est des nefs, c'est des bateaux beaucoup plus larges, beaucoup plus gros, à voile carrée, qui peuvent naviguer toujours par vent arrière. Voilà. Donc sur ces bateaux, on met une 50aine d'hommes, des canons, des vifs pour 2 ans, c'est remplir à bord, et ces 5 navires partent chargés de 237 marins. Ça, on a établi la liste. Et on les suit tous du début jusqu'à la fin. On a le rôle des équipages. On a le rôle des équipages. On a beaucoup travaillé. C'est Jocelyne Hamon qui a beaucoup travaillé sur les textes des archives de Séville. On a réussi à déterminer les 237 qui partent, leur nom, ce qui leur arrive, parfois des données biographiques, dans un petit, annuaire à la fin, bibliographique, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur ces marins, il y a 31 Portugais, 26 Italiens, il y a 19 Français, et aussi 9 Grecs. Enfin, il y a 10 nationalités. C'est vraiment une aventure européenne. Oui, il y a 10 nationalités qui partent à bord. Il y a des Anglais, des Allemands, il y a des Irlandais. Mais l'essentiel sont des nations espagnoles, dont les Basques, ils sont 29, mais il y a 166 marins d'origine hispanique, y compris. Alors, et quel titre a Magellan? Magellan est le capitaine général de la flotte, mais on lui colle au dernier moment un numéro 2, Juan de Cartagena, qui est Juan de Cartagena en français, qui est un personnage assez sombre de cette histoire, qui est très probablement le fils naturel de l'évêque de Burgos, Rodriguez da Fonseca, le grand patron de l'entreprise des Indes, et qui est vraiment nommé pour tuer ou se débarrasser de Magellan à la première occasion et de prendre le commandement de la flotte. Les Espagnols ne supportent pas que ce soit un Portugais qui le commande. Donc il part de Séville, c'est ça? Il rallie les Canaries pour déjà réparer les navires, prendre des villes. Il y a 4 marins qui montent à bord, un qui descendent, donc ils repartent à 240 des Canaries. Et ils font sur le Brésil. Donc ils font sur le Brésil. Ils descendent le long de la côte africaine. Et ensuite ils suivent la côte brésilienne. Et là, il va y avoir une première mutinerie. Alors est-ce qu'on sait les causes de la mutinerie et comment ça se règle? La première,
Le premier problème a lieu tout de suite, dès le mois d'octobre, lors de la traversée de l'Atlantique. Juan de Cartagena refuse de saluer avec les honneurs Magellan un soir, et donc Magellan, qui est avant des complots des Espagnols, va trouver le premier prétexte pour le mettre au fer. Et Juan de Cartagena va être au fer pendant 6 mois. Alors ils vont arriver au Brésil, là ça se passe bien, le pilote portugais retrouve sa compagne indienne et son jeune fils métis qu'il avait eu 7 ans auparavant, et ce fils va monter sur le bateau. Et puis, ça se passe bien, sauf le maître italien est exécuté pour péché contre nature, donc c'est quand même un peu tragique. Mais bon, dans l'ambiance des Indiennes, des Indiens, tout est doux, tout est bien. Ils vont descendre tous ensemble, Cartagena est toujours offert, explorer pendant 3 semaines le Rio de la Plata, qui était connu mais qui n'avait pas été exploré complètement, et certaines cartes, notamment allemandes, montraient un passage vers le Pacifique au niveau du Rio de la Plata. Ça avait certainement influencé Magellan, parce qu'il va passer 3 semaines à l'explorer pour voir si vraiment il n'y a pas un passage. Il n'y en a pas. Ils descendent le long de la côte argentine en explorant toutes les baies, et ils arrivent au port de San Julián, fin mars 1521, 1520, et là ils vont hiverner, parce que c'est l'hiver austral, et c'est là où a lieu tout de suite, va éclater une mutinerie menée par les Espagnols, et une mutinerie qui va... Sous quel prétexte? Parce que de destituer Magellan et de revenir... Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mauvais traitement particulier? Non, tout le monde va bien. Il s'agit de se débarrasser de Magellan et sans doute de revenir à Séville, on ne sait pas très bien, mais en tout cas de prendre le commandement de la flotte et de se débarrasser de Magellan. Et cette mutinerie manque de réussir. Il suffit de très peu de choses pour que les mutins gagnent. Mais Magellan, dans des circonstances qui sont expliquées, retourne la situation grâce à son prévôt, le capitaine des gendarmes, Gomes de Espinosa, qui est le grand personnage de cette histoire, complètement oublié. Et donc, en une journée, 24 heures, il reprend le contrôle de la situation. Un des mutins, le chef des mutins, un des chefs, a été assassiné pendant la révolte. Magellan fait un procès, il y a 40 condamnations, dont Elcano, et qui est un des mutins, qui avait pris le commandement d'un des bateaux, et il va en faire exécuter qu'un, qui va être exécuté d'ailleurs par son valet, en échange de la grâce du dit valet. Enfin, bon. D'accord. Et là, Magellan amnistie les 40 autres, dont Elcano, le futur héros, mais Cartagena, non, il ne peut pas continuer avec Cartagena. Donc quand ils vont partir de ce port, 4 mois plus tard, eh bien, il va abandonner Cartagena et son confesseur sur le rivage, d'une manière décrite par Pigafetta, pour en dire un mot, de manière assez somptueuse, où on l'abandonne avec du vin et du pain, un peu de vin, pour qu'il puisse dire une dernière messe, et 2 épées. Et il l'abandonne à la mort. C'est la mort assurée parce qu'ils Oui, sans doute. À moins qu'ils rejoignent les Indiens qu'ils avaient rencontrés peu avant, les Patagons, ces géants, et que Cartagena rentre dans la famille Patagone. Enfin bon, ça c'est du roman. Voilà. Alors, on a parlé de Pigafetta parce que le voyage de Magellan est connu parce qu'il y a un Italien qui est monté à bord, Pigafetta, Antonio, qui est une belle famille patricienne, qui n'est pas un marin, mais qui monte avec un goût de l'aventure, et il espère en tirer quelques gloires s'il écrit le récit. C'est une démarche très très moderne pour l'époque, qui n'existe pas dans les autres navires de cette époque. Comme un vrai reporter. Comme un vrai quasiment reporter. Et c'est grâce à Pigafetta, qui est un des survivants, qui va faire le tour du monde, que l'on connaît le récit du voyage le plus complet. Et c'est ce récit, qui sera d'ailleurs redécouvert au fond qu'au XIXe siècle, que la notoriété, la beauté du voyage de Magellan va pouvoir se diffuser au XXe siècle. Et si on n'avait pas eu le récit de Pigafetta, on n'aurait pas cette vision du voyage de Magellan et de toutes les anecdotes et les faits qu'il rapporte. Donc après avoir abandonné Cartagena, ils arrivent finalement au bout du continent sud-américain, enfin au bout du continent américain. Et là, il y a... Enfin, ça doit être fabuleux. On voit un chenal qui s'ouvre sur la droite. Alors, ce qui est amusant, c'est que là où ils sont hivernés pendant 4 mois, puis 2 mois de plus, parce qu'il y a un des bateaux qui fait naufrage, ils sont obligés de... Voilà. Pendant 6 mois, ils sont à 3 ou 5 jours du détroit, mais ils ne le savaient pas. Ils auraient pu le passer
6 mois avant. 6 Mais mois bon, plus tôt, ouais. ils descendent un petit peu, ils trouvent l'entrée, et là les 4 bateaux vont rentrer, puis de proche en proche, vont rentrer dans le détroit de Magellan, d'abord vers l'ouest, ensuite vers le sud. Au milieu du détroit, ils sentent, oui, ça sent bon, quoi. Ils sentent que ça, c'est de l'eau de mer, le passage est là. Et là, on est à quelle époque? Parce que nous, quand on pense au détroit de Magellan, on imagine tout de suite un temps absolument épouvantable. Oui, alors on est au printemps, même au début de l'été, on est en 1520, oui, pas, en octobre 1520. Donc l'été austral. Et là, Magellan a des bonnes conditions. Ouais. D'ailleurs, il va mettre 38 jours à traverser. Si on retire les 14 où il a dû faire une escale forcée au milieu, ça fait 24 jours pour traverser le détroit. C'est une des traversées les plus rapides de l'histoire. Alors qu'il tâtonnait, c'est très curieux. Il sera battu que par Francis Drake plus tard. Et là, donc, ça veut dire que quand on regarde la carte, il y a des bras de mer à droite à gauche. Voilà, donc il les explore à droite à gauche, puis ils avancent. Et là, il y a le fait très important qui avait été un peu sous-estimé par les historiens, c'est la désertion d'un des bateaux. Le plus gros bateau déserte. Le pilote portugais prend le pouvoir. Oui. Il sent qu'on a découvert le détroit, mais son idée, c'est que l'expédition de Magellan en plus, il a déporté Cartagena, est voué à l'échec. Il va revenir à Séville, dénoncer Magellan, on va lui donner une flotte, et lui va vraiment, avec une flotte puissante, traverser le détroit et aller aux Moluques, et à lui la gloire. Bon, ces plans ne marcheront pas, mais un bateau déserte va revenir à Séville. Ce bateau-là, c'est le San Antonio. Il y a 57 personnes qui désertent. 2 vont mourir en route, 55 arrivent à Séville. Donc tout de suite, on peut dire 55 survivants à ce moment-là du voyage de Magellan. On les oublie souvent. Et cette désertion aurait dû provoquer le désastre absolu du voyage. Parce que c'était le plus... d'abord, beaucoup d'hommes à bord, des canons, des vivres. C'est le bateau qui avait le plus de vivres. C'est-à-dire qu'on se passait les vivres d'un bateau à l'autre. Oui, c'était celui qui avait la plus grosse capacité. Donc, sur le papier, la désertion devait impliquer mécaniquement l'échec et le désastre du voyage. Mais paradoxalement, c'est ce qui va sauver l'expédition. Pourquoi ? Parce que Magellan voit qu'un bateau ne réapparaît pas, on est au milieu du chenal. Les 3 bateaux attendent, trouvent une petite anse, Port-Galant, où ils vont attendre le bateau. On envoie la Victoria en arrière, voir si le bateau s'est pas échoué, n'a pas des problèmes. Le Victoria, pendant une semaine, refait le chemin à l'envers, ne trouve pas. Et ils ont conclu que très certainement le San Antonio, il y avait déjà des bruits, a déserté. Et donc, au bout de 14 jours, Magellan doit constater qu'un bateau a déserté. Il demande l'avis à ses hommes. Est-ce qu'on continue ? De toute façon, même s'il avait eu un avis contraire, il aurait continué. Et ils prennent la mer. Ils sont 166 sur 3 bateaux et ils vont traverser le Pacifique. Alors, dans les récits de Pigafetta, on dit qu'il y a eu 18 morts pendant la traversée. 19 morts, pardon, pendant la traversée. Tous les gens disent que c'était une hécatombe, le scorbut, etc. Alors ça, on le prouve, d'après la liste des morts, qui est une liste il n'y a eu que 9 morts, d'abord. Bon. Et ils sont tous sur la Victoria. Ouais. Et c'est pas le scorbut, sans doute, c'est beaucoup plus la famine que le scorbut. Donc c'est la traversée la moins mortifère de tout le Pacifique. Et ça, c'est expliqué par l'escale de Port-Galant. Voilà. Le bateau déserte, ils sont contraints de s'arrêter, et Port-Galant, comme dans toutes les petites anses du détroit, pour les gens qui sont allés, eh ben, il y a une herbe qui pousse en abondance, qui est du céleri sauvage. Et le céleri, les hommes en trouvent, ils mangeaient que des pingouins, des manchots à moitié pourris depuis 6 mois, c'était quasiment leur seule nourriture. De la verdure, malgré du le céleri. ravitaillement qu'ils avaient pu faire le long de la côte argentine. Le ravitaillement, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres fruitiers, il n'y a rien. Oui. C'est des phoques et des manchots qui tuent. Voilà. Et puis un peu de poisson de temps en temps. Un peu de poisson frais, pas beaucoup, qui donne un peu de vitamines. Mais bon. C'est-à-dire qu'ils mangent... Alors, ils tombent pendant 14 jours sur un endroit où il y a des... Parce que le scorbut, c'est véritablement l'ennemi numéro 1 Oui, parce que ça se déclare au bout de 64 jours de carence en vitamine C. Ouais. Donc, voilà. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de sources de vitamine C. Mais là, à Port-Galant, il y a plein de céleri, puis ils en mangent naturellement, parce qu'ils en ont besoin, c'est bon, ils en font... Il y a un texte qui n'est pas connu, qui dit qu'ils en font des conserves dans du vinaigre. Or, le vinaigre conserve la vitamine C. Donc, là, ils font provision de vitamine C. Ce qui fait que
quand ils vont partir, le scorbut va sévir un peu au bout d'un moment. Ils vont mettre 100 jours pour la traverser, mais pas autant qu'il aurait dû. Et cette désertion du San Antonio, en provoquant l'escale forcée, a provoqué à son tour, par enchaînement, par effet domino, la consommation de céleri, qui fait qu'il n'y aura que 9 morts pendant la traversée sur les 166 marins. 9 morts, et tous sur la Victoria, qui est le bateau qui a dû chercher l'eau, donc les marins ont pu moins s'approvisionner en vitamine C. C'est l'explication. Et pour montrer comme cette traversée a été miraculeuse, provoquée par la désertion, il suffit de voir la seconde, avec Elcano, le héros de la première tour du monde. Il arrive avec 7 bateaux devant le détroit de Magellan. Il n'y en a que 3 qui vont arriver à traverser parce que les conditions sont épouvantables. Il met 48 jours à traverser le détroit. Les 3 bateaux partent dans le Pacifique. Et il n'y a que le bateau d'Elcano qui va réussir à traverser au bout de 100 jours de navigation. Mais là, sur ce bateau où il y a 72 hommes, il y aura 40 morts. Donc Elcano, c'est une expédition qui a eu lieu combien de temps 4 ans après. 4 ans après. Donc pourquoi il y a eu 40 morts sur 72 marins? Parce que là, ils n'ont pas fait escale et pas de provision de céleri. Ils ont été décimés par le scorbut. Mais Elcano, dont nous allons reparler, lui n'avait pas l'expérience de cette première traversée. C'est pas dit, tiens, il faut qu'on mais ramasse ils n'avaient pas fait le lien de cause à effet entre le céleri et la protection contre le scorbut. Ça avait été un réflexe de marin de manger des choses fraîches, mais Elcano, en 48 jours, il a des conditions épouvantables, des attaques d'Indiens, des incendies à bord, des vents contraires, des courants contraires, donc ils n'ont pas eu une seconde pour faire escale, se reposer. 48 jours traversés, et ils ont été décimés. Et ça, c'est une des grandes nouveautés de notre travail, c'est de montrer toutes ces relations de cause à effet, et que cette traversée, il n'y a eu que 9 morts, ça c'est établi, et non pas 19. 19, c'est ces chiffres de Pigafetta, mais lui, il compte jusqu'à l'arrivée aux Philippines, beaucoup plus tard, 40 jours plus tard, où il y a eu 19 morts, en effet. Alors, vous dites donc, effectivement, la désertion sauve l'expédition. Oui. Je voudrais m'attarder sur Magellan, lui, va nommer les endroits, notamment la Terre de Feu. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle la Terre de Feu? Oui, alors c'est pas lui, c'est-à-dire c'est lors de la traversée, il y a parmi la vingtaine de témoignages directs qui dit nous vîmes des fumées de l'autre côté du détroit. Voilà, bon. Donc, au retour, les cartographes qui interrogent les marins, on leur signale ces fumées, ces feux. On sait maintenant que c'est les Indiens Kaveshkar qui occupaient ces contrées, qui faisaient ces feux. Et donc, chez les premières cartes de 1523, au retour, on apparaît terre de los humos, la terre des fumées, qui devient vite terre des feux et terre du feu, et non pas terre de feu. Et là, ça apparaît dès les cartes, on voit les mots terre de feu, terre des fumées, 1523, 1526, 1529. Et c'est ces fumées aperçues des Indiens Kaveshkar qui va donner le nom à la terre de feu. Et d'ailleurs, pendant la traversée, il a des contacts avec les populations locales ou pas? Non, il voit que les fumées au loin, il ne voit aucun Indien. Donc, 38 jours après, donc il est au milieu du détroit, il consulte. Quelle est sa méthode, entre guillemets, de management après la mutinerie de San Julián, ils se sont obligés de consulter les officiers et les marins. Mais lui, il les consulte, mais il sait très bien qu'il ne peut pas revenir en Espagne. Il a fait tuer un capitaine espagnol, déporter Cartagena surtout. Il est obligé, comme Cortés, il doit réussir ou mourir. Voilà. Donc il les consulte, mais d'ailleurs, c'est un des seuls textes transcrits de Magellan, qui a été fait par un chroniqueur, que l'on ait, où il montre qu'il faut continuer pour la gloire du roi, etc. Mais en effet, on sent qu'il n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire que même si les marins avaient dit non, il les aurait contraints à continuer, parce que pour lui, c'était mourir. Donc là, un mois après son entrée dans le détroit, 38 jours après, il arrive enfin dans le Pacifique. Donc là, c'est la première fois que des hommes pénètrent dans le Pacifique par cette porte, la porte étroite de Magellan, comme vous le dites dans un article que vous signez dans le Figaro Histoire. J'imagine quelle méthode de navigation pour se diriger vers les Moluques. On y va au pif, parce qu'il y arrive de l'autre côté finalement. Oui. Alors, la porte étroite, c'est pas mon titre. Moi, j'avais mis Magellan traverse les Andes, mais ça, c'est l'éditorialiste qui a préféré la porte étroite. Oui, parce qu'il a traversé les Andes, finalement. Oui. Alors,
il sait où sont les Moluques, c'est situé sur l'équateur, et il prend une route qui est assez bonne dès le début, mais il va arriver d'abord aux Mariannes, et là ils vont s'approvisionner, d'ailleurs par la force, et combattre les indigènes pour leur prendre tout ce qu'ils trouvent. Puis donc, il arrive mais aux Mariannes, ce ne sont pas les premiers contacts avec les Européens. Non, le premier contact avec des indigènes de l'autre côté, il va arriver aux Philippines. Non, je veux dire, pour les indigènes, ce sont les premiers contacts avec les Européens. Oui. Aux Mariannes, oui, c'est les premières fois qu'ils voient des Européens, et ça se passe très mal, puisque les habitants des Mariannes leur volent une chaloupe, en représailles, les Européens débarquent à terre, brûlent tous les villages, s'emparent des biens, donc pour les Mariannes, Magellan n'est pas une figure positive de l'histoire. Et il célèbre ça d'une manière tout à fait particulière. Hostile, c'est le premier geste d'hostilité des Européens à leur égard. Donc aux Philippines, Magellan arrive aux Philippines, qu'il découvre, les îles de Saint-Lazare. Puis de proche en proche, va se retrouver dans un royaume de Cebú, une ville assez importante, assez riche. Donc encore une fois, inconnu des Européens. Oui, les Européens n'étaient pas arrivés, aucun Européen n'était arrivé aux Philippines à cette époque, oui. Et donc il crée une sorte de traité, d'amitié, d'alliance, mais ce qui est très typique, c'est que Magellan, il avait l'ordre d'aller directement aux Moluques. C'est un homme discipliné, et il n'y va pas. Il traîne pendant 42 jours, il n'est pas loin des Moluques. Il va remonter vers le nord, il va traîner d'île en île, il va rester une semaine sur une île. Donc on sent qu'il est complètement indécis. Et c'est une attitude très étrange d'un homme on sent qu'il ne sait pas trop quoi faire. Et on donne l'explication de ce comportement. Enfin, on apporte des pierres à une hypothèse qui est développée depuis. C'est que si on lit le journal de bord du dénommé Albo, c'est un grec qui a rapporté un journal de voyage à Séville, sur la Victoria, mais ce journal de voyage avait disparu complètement des archives. À l'époque, il n'est pas cité. On va le redécouvrir au 19e. C'est un journal compliqué, dont on a donné une version simplifiée. Eh bien, dans le journal d'Albo, on a des indications de longitude à partir de la ligne de démarcation de Tordesillas. Et donc, on voit que depuis la ligne de Tordesillas, constitue en gros au niveau du Rio de la Plata, c'est pas vrai, mais à l'époque on est là. Eh bien, Magellan, quand il arrive... calculer l'antéméridien. Oui, il calcule la longitude, bien sûr, elle est estimée, elle n'est pas calculée. Eh bien, dans le journal d'Albo, quand il arrive aux Mariannes, aux Philippines, on est à plus de 180 degrés. Donc, il se dit, je suis chez les Portugais. Dans le journal d'Albo, si Magellan en a connaissance, il sait qu'il a pénétré dans la partie portugaise du monde, ce qui lui interdit. Il sait que les Moluques appartiennent aux Portugais. Et donc, on peut penser qu'il ne sait pas très bien quoi faire. Est-ce qu'il faut aller aux Moluques tout de suite? Non. Il dit, je vais plutôt faire des alliances avec des rois dans des zones où les Européens ne sont pas arrivés. D'abord, il pense à son propre... par le contrat, il a 20% sur tous les contrats qu'il va... pour aller vite, qui va signer avec les royaumes locaux. Donc il a besoin, vis-à-vis du roi du Portugal, de dire, bon, Moluques, on en parlera plus tard, mais au moins j'ai créé des alliances ici et là. Mais il traîne, et à Cebú, on a l'impression que son esprit bascule, parce qu'il sait qu'il a échoué, trouve des petits royaumes, pas très riches, et il va commettre l'irréparable. L'irréparable ? Bah oui, il va il crée une alliance assez forte avec le roi de Cebú, il le convertit au catholicisme, enfin bon, au moins d'apparence. Et le roi de Cebú se plaint d'un petit roi sur une île en face qui refuse cette allégeance, refuse de prêter allégeance. Et donc Magellan lui dit, mais je vais le combattre, et un petit peu... comme un matamor va un peu, avec quelques hommes, une soixantaine d'hommes, partir en chaloupe pour aller défaire ce roitelet irascible, et il va y mourir. D'accord, donc là, il est mort au combat. Il est mort au combat, alors que dans les ordres royaux, il est interdit de combattre les indigènes, donc il désobéit aux ordres royaux. Ensuite, quand on regarde tous les textes de l'époque, on voit tout le monde lui dit, mais n'y allez pas, tout le monde veut l'accompagner, il dit non, restez là. Et il débarque avec une poignée d'hommes face à 1000 indigènes très armés qui vont les défaire, même, ils vont même pas atteindre la plage, ou à peine. Et
Magellan va être tué avec 7 de ses hommes. Et cette mort est complètement absurde, puisqu'il était au fond près du but, il désobéit aux ordres, il se bat à 1 contre 100, on a l'impression vraiment que cette bataille, ce combat est un acte manqué, d'un homme qui ne sait plus quoi faire, qui préfère mourir en soldat que de revenir dans les geôles espagnoles ou d'être tué par les Portugais. Il sait qu'il y a une flotte portugaise qui le cherche pour le détruire. Hein. Il sait que s'il revient en Espagne, vu ce qui s'est passé à San Julián, la déportation de Cartagena, et que les Moluques ne sont pas dans la zone espagnole, il risque tout aussi d'être exécuté. Donc pour lui, il a échoué. Les Moluques sont dans la zone portugaise. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais le journal d'Albo semble l'indiquer. Et donc, comme on disait à l'époque, une belle mort permet de glorifier toute une vie. Et au fond, on a l'impression qu'il préfère mourir les armes à la main, en effet, que d'avouer son échec et de revenir piteusement en Europe. Des deux côtés, il sait que ça tournera mal. Il se souvient que Christophe Colomb est revenu enchaîné lors du 3e voyage. Donc, tout ça, c'est une hypothèse qui tient la route. C'est une hypothèse, encore une fois. L'autre hypothèse, c'est que c'est un homme qui n'est plus lucide au bout de 2 ans de voyage et qui commet, disons, une faute stratégique, ce qui est tout à fait possible, ou c'est peut-être les deux, d'ailleurs. Et donc, mais le voyage va poursuivre sans lui. Donc, qui prend le commandement à ce moment-là? Alors, c'est deux officiers, un qui est portugais, Duarte Barbosa, un de ses cousins, et puis Juan Serrano, un espagnol. Mais ils vont être massacrés 4 jours après. Il y a un grand banquet à Cebu, et il y a 20 officiers qui vont être massacrés, dont les 2 capitaines de la flotte. Les survivants rembarquent précipitamment sur les plus de 20, d'ailleurs 26 je crois, les survivants rembarquent, et là c'est un nouveau capitaine général, Juan Lopez de Carvalho, qui va être nommé, et sur ce massacre, qui aussi a frappé les esprits, Pigafetta dit que c'est l'esclave de Magellan, son esclave malais, qu'il avait rapporté, qui était très fidèle, qui n'a pas supporté d'être maltraité après la mort de son maître, et qui va les trahir. Bon, d'autres hypothèses plus simples, c'est qu'il y a des marchands musulmans qui savent très bien qui sont les Portugais, qui remontent le roi de Cebu en disant « profitez de leur faiblesse pour vous emparer de ces richesses et de ces navires, car de toute façon, ils viendront vous envahir. » Oui, c'est une théorie qui est développée par les chroniqueurs de l'époque également. Et puis il y a une théorie que l'on cite, c'est dans un petit texte pas connu de Martyr d'Anguera, qui interroge au retour des quelques survivants du Tour du Monde, un Italien. Un marin italien comme lui, il dit « mais ce massacre ». Et le marin italien, il dit très clairement « nous avons été massacrés à cause du viol des femmes que nous commettions ». C'est sans doute une raison également très valable. Alors après, ils repartent, il y a un capitaine portugais, ils vont aller à Bornéo. Mais alors on est à combien de navires? On n'est plus que 3 navires. Donc il y a le San Antonio qui est reparti, il y en a un qui a été perdu en route. Oui, avant le passage du détroit, le plus petit. Donc ils sont 3 navires à traverser. Après le massacre de Cebu, il n'y a pas assez d'hommes, ils sont plus que 102. Donc il faut brûler un navire, et là il le brûle vraiment, et 2 navires sous l'ordre du portugais Juan Lopez de Carvalho vont remonter vers le nord, parce qu'ils vont aller vers l'île de Bornéo, et surtout vers le sultanat de Brunei, qui est déjà très richissime à l'époque, pour faire des accords commerciaux. Mais ils vont dans la direction opposée aux Moluques. Et là, à Brunei, il y a un épisode tout à fait sensationnel, on n'a pas le temps d'en parler. Ils vont en repartir, ils vont se livrer à des actes de piraterie, ils vont capturer des jeunes femmes nobles philippines que Juan Lopez de Carvalho va violer et se réserver comme esclaves. C'en est trop, il est destitué, c'est Gomes de Espinosa, le héros de la mutinerie, je peux dire, qui va être nommé, qui va être le dernier capitaine général de la flotte. Et Elcano, qui vivait dans l'ombre depuis une mutinerie, après la mort de Magellan, va reprendre peu à peu du grade, va devenir capitaine de la Victoria. Quand ils vont arriver aux Moluques, les 2 navires vont charger de girofle, passer des accords. Et puis Gomes de Espinosa obéit aux ordres, il revient par la même voie. Il repasse le détroit. Par le Pacifique. Non, il repart dans le Pacifique. Il repart. Mais après, il envoie la Victoria par la voie portugaise.
par sécurité, parce qu'ils voient que le Pacifique, c'est une mer vide, ils n'ont rencontré aucune île, donc très dangereuse. Donc par sécurité, il envoie la Victoria, qui est le canot, par le sud, avec une route très au sud. Et là, ils sont dans la zone portugaise. Oui. Donc le bateau va descendre très très loin au sud, va même passer vers pas loin de l'île Amsterdam. Bon. Mais Gomes de Espinosa part plus tard des Moluques, parce qu'il y a des avaries sur le bateau, qu'importe. Il essaye de traverser le Pacifique. Là, le scorbut va décimer l'équipage. Ils partent à 50, ils vont revenir à 20 aux Moluques. Vraiment, ce sont des morts vivants, mais là, ils vont être faits prisonniers par les Portugais qui viennent d'arriver aux Moluques. Et parmi ces 20, il y en a qui vont s'échapper, il y en a qui vont mourir de maladie, beaucoup. Mais il y en a 5 quand même qui vont être ramenés à Lisbonne. Sur des bateaux portugais, prisonniers. Ils vont arriver en 1526, parmi eux Gomes de Espinosa, qui va renouveler Séville et continuer sa carrière à la Casa da Índia. C'est un personnage tout à fait étonnant. Et alors, Elcano, lui, il va poursuivre cette voie qui n'était pas du tout prévue et qui était même contraire aux ordres. Et ce bateau va arriver, va faire le tour du monde. C'est ça qui va frapper les esprits. Et ils vont faire escale à Timor. Là, il y a des gens qui vont déserter, il y a pas mal de choses qui se passent. Et de Timor, ils vont faire une route 150 jours sans faire escale. C'est-à-dire c'est un record à l'époque. C'est 50 jours de plus que la traversée du Pacifique pour arriver au Cap-Vert. Là, ils ont faim, ils n'en peuvent plus, ils sont obligés de faire escale au Cap-Vert. Et 150 jours, c'est vraiment une traversée sans escale, une navigation sans escale, qui est une sorte de record à l'époque. Ça ne va pas être battu avant 2 ou 3 siècles. C'est portugais. Oui, c'est portugais, c'est ça le problème. Et ces 150 jours sans escale, le scorbut aurait dû les ravager dès le 60e jour. Or, ce n'est pas le cas. Ils commencent à mourir dans la remontée de l'Atlantique vers le Cap-Vert. Et on a la cause, on a trouvé la cause, c'est qu'ils chargent leur navire de noix de coco en Asie. Noix de coco, des Vasco de Gama, ils ont trouvé que c'était très bien, il y avait à manger, à boire. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la noix de coco, il y a de la vitamine C. Et c'est ce chargement de noix de coco pour les marins qui va les protéger de la vitamine C et leur permettre d'arriver sans trop de morts, il y en aura quand même une dizaine au Cap-Vert. Et là, les Portugais s'aperçoivent qu'ils viennent des Indes, c'est interdit. La chaloupe qui a débarqué 12 Européens ne reviendra pas, prisonnier des Portugais. Et le canot repart à la hâte, avec 19 hommes. Un va mourir en route, et ils vont être 18, arrivés à Séville, quasiment 3 ans après. C'est pour ça que dans l'esprit des gens, en gros, il y a eu 250 marins, il n'y a que 18 survivants. Alors que non. Ah non, parce qu'il y a les 12 d'abord, il y a les 55 de la désertion, il y a les 5 qui vont revenir plus tard, et il y a les 12 du Cap-Vert, qui eux vont revenir prisonniers à Lisbonne 3 semaines plus tard, en gros, là un peu plus, et qui vont se retrouver à Séville. Donc c'est 18 plus 12. Il y a 30 marins qui ont fait le tour du monde sur la Victoria, les derniers un petit peu décalés, et dans ces 30 marins, il y a un Français, un charpentier d'Évreux, qui s'appelle d'ailleurs Bruno Dalouin, qui a étudié tous les Français qui sont partis sur le... C'est un livre, Les Compagnons français de Magellan, de Bruno Dalouin, qui a fait une étude sur tous les Français embarqués. Finalement, on arrive avec pas grand-chose à trouver beaucoup d'éléments. Et il s'appelle Richard de Faudis, charpentier d'Évreux. Son frère était menuisier à Évreux, ça c'est les archives qui le disent. Et c'est le Français qui a fait le tour du monde. On va dire qu'il y en a un deuxième. C'est un homme de Villonne, Étienne Villonne ou Billon, on ne sait pas trop, du Croisic, et qui va le dernier à mourir juste avant d'arriver à Séville. Mais il a croisé la route allée au Cap-Vert. Donc lui aussi a fait le tour du monde, ce petit marin, ce mousse du Croisic, qui est devenu marin en route, et c'est le deuxième Français qui a fait le tour du monde, mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Alors, nous allons conclure, nous arrivons au terme de l'émission. Très rapidement, la postérité de ce voyage, est-ce que tout de suite il y a un retentissement? Ils ont fait le tour du monde, et puis la découverte du détroit, combien de temps va-t-il servir jusqu'à ce qu'on trouve le Cap Horn? Ça, c'est un des paradoxes de l'histoire, c'est ce voyage absolument sensationnel, il a duré 3 ans. C'est la découverte du Pacifique, du détroit de Magellan, mais ça va ne servir à rien. Il y aura un deuxième voyage par le détroit avec Elcano, qui va être, j'en ai parlé, un échec, un désastre absolu. Et puis ce détroit va être abandonné.
finalement, les Espagnols, 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, créeront la ligne Acapulco-Manille au Mexique, et donc abandonneront le détroit de Magellan. Ils vont s'y intéresser de nouveau parce que Francis Drake, lui, va l'employer pour aller piller toutes les villes de la côte chilienne. Donc dans ce cas-là, les Espagnols, à partir de ce moment-là, voudront coloniser le détroit, ce sera un désastre. Mais au fond, ce détroit, il n'y a que, pendant un siècle, il n'y aura que 100 navires qui vont le traverser. Donc très très peu, des petits navires, et beaucoup de flibustiers. Et donc il va être abandonné. Et puis après, on va découvrir les Hollandais, le Cap Horn. Et là aussi, cette route est beaucoup trop longue, dangereuse, et la route du Cap Horn va être très peu utilisée. Et le détroit, quasi abandonné, très très peu de bateaux. Ils vont jamais réussir à coloniser cette zone, donc c'est une découverte un peu inutile. Du point de vue des découvertes géographiques, de l'image du monde, c'est colossal. Mais pour ce qui est de la rentabilité de ce voyage, c'était un désastre financier, la perte de la flotte, la perte de la seconde flotte. Finalement, les Moluques vont être reconnus comme étant portugaises par les Espagnols en 1529. Donc, ils ont tout perdu, presque. Sauf le fait que Magellan ait découvert les Philippines. Et donc, 40 ans plus tard, cela permettra aux Espagnols de revendiquer cette position, même si elles sont dans la partie portugaise du monde. Donc, ça a eu un effet. Mais cet échec, finalement, de Magellan à titre personnel, des conséquences de son voyage, qui ne rapporte rien, au contraire, fait que Magellan est une figure magnifique. On parle de beautiful loser, de perdant magnifique. Mais ça explique pourquoi les historiens l'ont dédaigné pendant des siècles. Et que c'est un Chilien qui a réveillé, qui a sorti toutes les archives de Magellan à la fin du 19e siècle. Elle a fait la première biographie de Magellan. Et puis que c'est un écrivain, Stefan Zweig, qui va donner à connaître au grand public par un livre qui est remarquablement bien écrit, bon, très dépassé historiquement, mais très très bien écrit, qui se vend toujours. Et c'est Zweig, un écrivain qui fait connaître Magellan au monde entier. Ça n'a jamais été d'historien et des historiens. Il pouvait y servir aucune politique nationale et nationaliste. Sous les dictatures de Franco et de Salazar, Magellan ne servait pas les causes nationalistes d'aucun des deux pays. Et c'est finalement aussi pour ça que nous, dans une petite maison parisiennes, ont été les premiers au monde simplement à réunir, à confronter toutes les sources directes. Nous, c'est complètement aberrant. Mais c'est le personnage et le fait qu'il échappe à toute récupération nationaliste qui est responsable un peu de cet état des choses. À notre grande joie d'ailleurs. Merci Michel Chandaigne pour ce récit passionné et passionnant. Donc le voyage de Magellan, édition Chandaigne, donc la relation d'Antonio Pigafetta du premier tour du monde, également les compagnons français de Magellan, et puis je rappelle les idées reçues sur les grandes découvertes et l'expansion portugaise dans le monde. Une synthèse magistrale de Louis-Philippe Thomas, un des très grands historiens portugais. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et maintenant, vous allez retrouver Christopher Lann et sa petite histoire. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, je vais vous conter une belle histoire. Pourquoi je dis belle histoire? Eh bien, tout simplement parce que dans cette histoire, il y a des Anglais qui s'enfuient, des Anglais qui sont jetés par-dessus les fossés, des crânes d'Anglais fracassés par dizaines. Ah, mais chacun trouve son plaisir où il le peut. Enfin bref, c'est une histoire populaire, mais bien réelle, de la guerre de 100 ans, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Grand Ferré. Nous sommes en 1358, en pleine guerre de 100 ans, on est 2 ans avant la signature du traité de Brétigny. Le traité de Brétigny, c'est le traité signé entre la France et l'Angleterre qui nous voit refiler aux Anglois la Guyenne, la Gascogne, Calais, le Poitou, le Périgord, le Limousin, entre autres, en échange de la libération de notre roi Jean II le Bon,
qui avaient été capturés et qui croupissaient dans les geôles anglaises. Mais on n'en est pas encore là, et ce traité il est pas glorieux, hein. Les Anglais s'installent fermement sur notre territoire. Néanmoins, c'est quand même un traité de paix qui va accorder une trêve au milieu de cette guerre de 100 ans mal embarquée pour les Français. Et justement, si on a pu en arriver à ce traité, eh bien, ce n'est pas à cause des armées françaises, hein, puisque les Anglais arrivaient très bien à gérer la guerre, les batailles rangées avec nous, mais c'était plutôt les résistances populaires, les farouches résistances populaires qui ont conduit le roi d'Angleterre à traiter. Et parmi ces résistances populaires, eh bien, il y a l'histoire du Grand Ferré que je vais vous raconter aujourd'hui. Elle nous est rapportée par Jean de Venette, qui est le continuateur des chroniques du chroniqueur Guillaume de Nangis. Tout commence dans le petit village de Longueuil, près de Compiègne, en Picardie. Dans ce village, alors que les Anglais n'étaient pas loin, les Anglais étaient situés à Creuil, dans ce village, on avait peur que l'Anglois ne débarque et ne ravage la cité. Alors on va demander au seigneur si on peut fortifier la ville, histoire de se défendre. Alors après avoir eu l'autorisation, les habitants vont fortifier le village de Longueuil, et ils vont prendre pour capitaine le brave Guillaume des Alouettes. D'un même élan, ils se jurèrent tous de défendre la cité face à l'envahisseur, au point que les paysans des villages voisins ne vont pas tarder à accourir. Au final, ils seront environ 200 à prendre les armes et à rejoindre le village pour le défendre face aux Anglais. Et parmi eux, l'un des serviteurs du capitaine Guillaume des Alouettes, un très grand, robuste, solide paysan qu'on appelle le Grand Ferré. De son petit nom en latin, Magnus Ferratus. Ça envoie encore plus du pâté. Apprenant que ces insolents paysans français envisageaient de défendre leur village jusqu'à la mort, les Anglais situés à Creil justement vont décider de faire une descente à 200 également. Les Anglais vont arriver devant la place forte, qui était très mal gardée, hein, c'est pour vous dire, les portes étaient ouvertes, alors ils y sont rentrés assez facilement et ils ont commencé à massacrer à tour de bras. Voyant ça, le capitaine Guillaume des Alouettes sonne le tocsin et se met à descendre dans les rues avec ses équipiers et se met à rentrer dans la mêlée. Malheureusement, il va être entouré par les Anglais et mortellement blessé. C'est là qu'intervient le Grand Ferré, parce que le Grand Ferré, il a des muscles, il est costaud, il a une grande hache, mais il est quand même sensible. Et donc, de voir son capitaine comme ça au sol, gisant dans son propre sang, eh bien ça a le don de l'énerver. Il va donc se saisir de sa hache et foncer droit à l'ennemi avec une fureur qu'on n'avait jamais vue. Jean de Venette nous dit d'ailleurs que les casques étaient brisés, les têtes fendues et les bras coupés. Avec sa hache, il frappait dans tous les sens et on nous dit que pas un coup ne manquait son homme et il en tua 18 à ce moment-là. Franchement, le Grand Ferré, faut pas l'énerver. Évidemment, les compagnons du Grand Ferré, voyant ce spectacle magnifique, eh bien, ils vont redoubler de vigueur au point de chasser l'ennemi hors du village. Voyant que les Anglais se mettent à déguerpiller, eh bien, le Grand Ferré, il les poursuit, il chope le porte-étendard anglais, il le tue, il prend son étendard, et il le refile à un de ses compagnons en lui disant d'aller jeter l'étendard dans le fossé, dans la boue, puisque telle est la place d'un étendard anglais. Mais là, son compagnon, il le regarde et puis il lui dit « Bah ouais, Grand Ferré, t'es bien gentil, mais entre moi et le fossé, il y a quand même une masse importante d'anglais encore, je peux pas y accéder comme ça. » Pas de problème pour le Grand Ferré, il va l'accompagner, il prend sa hache à deux mains, il frappe à droite, il frappe à gauche, et il se fraye un chemin tranquillement au milieu des Anglais jusqu'à atteindre le fossé, et y jeter l'étendard. C'était définitivement terminé pour les Anglais qui ont pris leurs jambes à leur cou de plus belle, et ce jour-là on dit que le Grand Ferré en a tué 40 quand même. Le lendemain, après cette humiliation, autant vous dire que les Anglais ils tenaient plus, ils étaient énervés, comment ces paysans ont pu nous mettre en déroute. Alors, ils se rassemblent et ils reviennent le lendemain en plus grand nombre. Mais cette fois, non seulement les habitants sont préparés, cette fois ils n'ont pas laissé les portes ouvertes, mais en plus ils ont absolument plus peur puisque maintenant ils ont le Grand Ferré à leur tête et ils les attendent de pied ferme. La bataille reprend donc et comme la veille, eh bien le Grand Ferré avec sa hache, il frappe à droite, il frappe à gauche et il défouraille tout ce qui bouge. Donc nouvelle défaite pour les Anglais, je dis défaite pour être poli, mais ce jour-là, ça c'est un signe qu'ils affrontaient des paysans, eh bien il y a des hommes de haut lignage qui avaient été tués ou capturés. Et plutôt que de les échanger contre une rançon, eh bien les braves paysans
de Longueuil les ont tout simplement abattus. Pourquoi? Parce qu'on disait que si on les abattait, eh bien au moins, ils ne reviendraient plus nous embêter. Ça, c'est le bon sens paysan, hein. On veut pas une rançon pour que le mec revienne dans une semaine, non, on préfère y couper court tout de suite. Une fois de plus, ce jour-là, le Grand Ferré avait bien travaillé, puisqu'il en a tué une quarantaine environ, encore une fois. Autant vous dire qu'il s'était bien échauffé au combat, et après, chaud bouillant qu'il était, il a été boire de l'eau froide, et il a été pris de fièvre. C'est un peu ce qui est arrivé, et ce qui va entraîner plus tard la perte et la mort de Bertrand du Guesclin. Donc le Grand Ferré, il est pris de fièvre, il est pas bien, alors il retourne dans son petit village, et il se met au lit, tranquillement, histoire de récupérer. Les Anglais, évidemment, apprenant ça, ils sont en liesse, hein, et puis plutôt que de se contenter de se réjouir, eh bien, ils vont dépêcher 12 hommes pour venir débusquer le Grand Ferré à son domicile. Et pendant que le Grand Ferré est au lit, les 12 Anglais arrivent, mais la femme du Grand Ferré veille au grain. Elle voit arriver les Anglais, elle va prévenir le Grand Ferré, qui lui, ni une ni deux, il saute hors du lit, fièvre ou pas, il prend sa hache qu'il avait laissée à côté, et il sort dans la cour pour leur faire face. Et là, il leur lance, hein, c'est magnifique. « Ah, brigands, vous venez pour me prendre au lit, vous ne me tenez pas encore. » Et là, il va s'adosser au mur, histoire de pas être encerclé, et il va frapper, hein, sa méthode habituelle, hop, 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 et il va en tuer 5 sur les 12, et puis les autres, ils vont s'enfuir sans demander leur reste. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait, le Grand Ferré? Eh bien, il retourne au lit, hein, sauf que cette fois, il va reboire de l'eau froide après s'être réchauffé à nouveau, la fièvre va redoubler, il va retourner se coucher et va mourir peu de jours après. Voilà la fin du Grand Ferré, alors autant vous dire que cette histoire va devenir une véritable légende populaire, hein. C'est une histoire parmi d'autres récits de résistance paysanne qui se répandaient à l'époque lentement dans le royaume au fur et à mesure que les Anglais envahissaient le territoire. Et quand bien même cette histoire soulève le cœur du peuple, quand bien même elle est totalement différente, eh bien on peut dire que le Grand Ferré est en quelque sorte le précurseur d'une autre épopée qui sera d'autant plus fantastique, l'épopée de Jeanne d'Arc. Bon, après je l'ai dit, c'est quand même assez différent, hein. Jeanne, elle était pas là avec une épée sanglante à la main en train de taper sur tous les casques anglais qu'elle croisait. Le Grand Ferré, il a son propre style et on va pas lui enlever. Mais moi, j'aime bien cette histoire, hein. Quand je lis cette histoire, bah, ça me requinque pour la journée, quoi. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Grand Ferré, sachez que l'historienne Colette Beaune, qui est d'ailleurs une spécialiste de Jeanne d'Arc, a écrit un livre aux éditions Perrin sur le Grand Ferré. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur TV Liberté. Salut!